Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifié. Tu écoutes l'épisode 134, Je n'arrive pas à le quitter ou à la quitter, que faire? Alors peut-être que tu es dans un des cas de figure suivants. Tu es malheureux, malheureuse dans ton couple et pourtant sauter le pas de la séparation te paraît insurmontable. Ou bien tu es dans une relation qui est pas si mauvaise en soi, mais qui n'a plus de connexion, plus d'intimité, vous êtes un peu des colocataires et tu restes quand même, faute de trouver mieux. Ou alors tu as peur de regretter ton choix, de partir trop tôt, de ne pas avoir fait assez d'efforts en fait pour sauver ton couple. Ou encore, tu as peur des conséquences que ça peut avoir sur ta famille, tes enfants, le partenaire ou même financièrement. Le but de cet épisode, c'est de t'aider un peu à comprendre quelles sont les peurs sous-jacentes qui se réveillent en toi face à cette décision et de te donner des questions pour t'aider euh, à avancer en fait dans cette prise de décision. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ton cerveau, en fait, va toujours préférer le statu quo au changement. C'est-à-dire qu'il va toujours essayer de te convaincre que te séparer, c'est pire que de rester dans la situation dans laquelle tu es. Que la peur n'est pas le bon indicateur pour savoir si tu prends la bonne ou la mauvaise décision de te séparer. Cette peur, elle sera là de toute façon parce que tu vas changer la situation. Il y a bien sûr des raisons qui sont tout à fait légitimes, qui expliquent pourquoi c'est difficile de rompre. Alors, je vais te donner celles que j'entends le plus souvent dans mes accompagnements. La première, en fait, c'est ce sentiment d'espoir. Tu espères que la situation va changer. Et là, ce que moi, je t'invite à faire, c'est au lieu d'être dans cet espoir, qui peut être une forme de fuite ou d'illusion, c'est de voir si c'est changeable. C'est-à-dire, un, si c'est dans les faits possible de changer la situation, et si vous avez aussi une dynamique active dans le processus de changement. Donc, je t'invite à te poser les questions suivantes, c'est qu'est-ce qui doit changer? Quels sont les faits concrètement qui doivent changer selon toi pour que la situation aille mieux? Est-ce que sur la base de ces faits, tu as pris le soin de différencier ce qui est des faits objectifs, factuels, concrets, de ta perception des faits? Dans un prochain épisode, le 137, je vais décrire l'impact de nos perceptions, de nos pensées, en fait, sur les relations et comment ça peut vraiment auto-saboter des relations. Et une fois que tu as fait cette différenciation de comment tu perçois les choses des faits réels, est-ce que tu as pris le soin de te poser la question, bon, bah, qu'est-ce que moi je dois changer et qu'est-ce que je pense que l'autre doit changer? Quand il y a un problème, c'est toujours du 50-50. Les deux personnes d'une relation contribuent à la situation. Et là, ma première question, c'est est-ce que tu as fait ton 50%? Est-ce que tu as travaillé sur tes perceptions? Est-ce que tu as travaillé ou changé tes comportements? Souvent, en fait, ce qui bloque la dynamique de changement, c'est qu'on attend que l'autre fasse des changements pour commencer à agir. Le problème, c'est que avec cette attitude, en fait, la situation ne va pas bouger, ne va pas changer. Si tu es dans la situation où tu te poses la question de te séparer, pour éviter de regretter ton choix, ce que moi je t'invite, c'est de te dire, OK, je fais mon 50% parce que quand j'aurai pris ma décision, en fait, je n'aurai pas de regret par rapport à cette situation. Ensuite, pour tout ce que tu penses que l'autre doit changer, est-ce que c'est un trait de personnalité ou est-ce que c'est plutôt une question de comportement, d'interaction ou une décision à prendre entre vous deux? Si c'est un trait de personnalité, c'est ici à nouveau une illusion de penser qu'une personne peut changer juste parce que toi, tu as envie qu'elle change. Et à ce moment-là, la décision, elle revient vers toi et de te poser honnêtement la question, de te dire, bah,
est-ce que j'arrive à accepter cette personne sans qu'elle change ce trait de personnalité? Si c'est une question de comportement, d'interaction, discutez. Est-ce que vous arrivez à en discuter de manière constructive? Si tu as besoin de conseils sur comment arriver à bien te disputer, je t'invite à écouter l'épisode 131 où je donne mes conseils là-dessus. Et si vous n'arrivez pas à en discuter de manière constructive, à nouveau, est-ce que là, tu as fait ton 50%? C'est-à-dire, est-ce que quand toi, tu rentres dans la conversation, tu as pris soin d'être la plus constructive possible? Est-ce que tu as pris soin, si tu veux, d'être le plus clean possible de ton côté? Et enfin, est-ce que vous avez trouvé un accord qui est gagnant-gagnant? Et est-ce que cet accord est tenu? Si vous trouvez un accord, mais que l'accord n'est pas implémenté dans la durée, eh bien, ça veut dire aussi que le changement n'est pas tenable, implémentable. Le deuxième cas, c'est la peur de regretter ton choix, de ne pas avoir fourni assez d'efforts ou de renoncer trop tôt. Et ce qui est tout à fait compréhensif parce que, en fait, une crise, ça peut durer assez longtemps. Ça peut être très inconfortable. Moi, je me rappelle quand on a eu la première crise avec mon mari, il y a des moments où je me disais, non, mais on va pas y arriver. Il vaut mieux se séparer que d'essayer de s'enliser. Et en fait, ça peut être difficile de savoir jusqu'à quand ça vaut la peine de faire des efforts. Et puis, à partir de quand, ben, il vaut mieux partir. Les étapes pour dépasser une crise, je les décris dans l'épisode 47. Ici, je vais plus te poser des questions pour savoir où tu en es dans les étapes de la crise à un niveau de couple et à un niveau personnel. La première question, c'est est-ce que vous avez identifié les blessures qui sont sous-jacentes à la crise? Souvent, en fait, quand il y a une crise, ça veut dire que c'est souvent quand les conflits sont en train de s'intensifier, s'accélérer. Ça veut souvent dire que les partenaires, vous vous disputez pas seulement sur le sujet de la crise, mais que ça réveille quelque part les blessures de la petite fille blessée et les blessures du petit garçon blessé. Et pour arriver à sortir de cette crise, la première étape, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui se joue en dessous de la crise. Et donc, d'où ma première question, est-ce que vous les avez identifiés? Et si oui, est-ce que toi, tu as fait le travail par rapport à ta blessure personnelle? Parce que euh, cette blessure-là, en fait, si tu ne la règles pas dans ton couple actuel, il y a de grandes chances que tu te retrouves dans une autre relation et que cette relation va te faire exactement travailler là où tu t'es arrêté avec la relation précédente. Le deuxième point, c'est est-ce que vous avez une bonne dynamique dans le conflit? Donc, même chose que auparavant. Est-ce que vous arrivez à comprendre le point de vue de l'autre, à comprendre quand l'autre est peut-être activé par rapport à son passé ou que c'est vraiment une question de comment, euh, de qu'est-ce que vous devez décider ensemble? Et à nouveau, est-ce que toi, tu es le plus clean possible dans ton 50% sans en apportant la meilleure dynamique de conflit que tu puisses proposer? Ensuite, c'est si tu n'y arrives pas seul, est-ce que vous êtes prêt à entamer une thérapie de couple avant de vous séparer? Et si ton partenaire ne veut pas faire un travail sur lui, est-ce que toi, tu es prête ou prêt à entamer une thérapie individuelle? Le dernier aspect que je t'invite à toujours considérer, c'est de te dire combien de temps tu es prêt à donner pour vérifier et t'assurer d'avoir fait tout ce qui était en ton pouvoir pour sauver ton couple. Le fait de mettre un délai, ça va t'aider à
agir et à passer à l'action plutôt que de repousser. Ça, c'est une réaction qui est souvent normale parce que traverser la crise, confronter la crise, avancer dans sa blessure personnelle, c'est inconfortable, c'est pas agréable. Donc le fait de te mettre un délai, ça te pousse un petit peu à passer à l'action et à te donner les moyens de sauver ta relation. Et aussi, ça t'aide à te mettre un délai pour décider de ce que tu vas faire. La troisième peur, c'est la peur d'être seul après. C'est une peur qui est tout à fait compréhensible et naturelle. Et ce qui peut t'aider en fait dans ce cas de figure, c'est de te rappeler les autres fois où tu as pris cette décision de quitter quelqu'un, ou même si tu as été quitté, et que finalement tu as rencontré quelqu'un de bien après. La quatrième, c'est en fait une illusion parce que tu te focalises sur les choses qui marchent au lieu du problème de fond qui ne va pas. Donc tu restes un petit peu dans ce confort où il y a des petites choses qui vont, tu n'es pas vraiment heureux dans la relation, mais tu te réjouis un petit peu des miettes de gâteau que tu reçois de temps en temps, mais c'est malheureusement pas ce gâteau en entier. Et pour en fait sortir de cette illusion, mon conseil, c'est de suivre la méthode que j'appelle la méthode Harakiri, qui consiste à te rappeler la totalité des faits. C'est-à-dire pourquoi tu quittes cette personne. Pas seulement pour les petites choses qui vont bien, mais pour la totalité des faits de la relation. Un autre aspect qui fait que tu peux avoir cette tendance à ne pas quitter quelqu'un et à rester dans une relation où tu n'es pas heureuse, c'est bien sûr tes schémas amoureux. Inconsciemment, en fait, qu'est-ce que ça fait? Un schéma amoureux, c'est ce que tu penses inconsciemment ou consciemment comme étant la seule réalité possible dans tes relations. En termes de système nerveux, on appelle souvent ça en anglais le trauma bound. Et ça peut être vraiment un frein pour te séparer. Par exemple, dans le cas des personnes qui sont dépendantes affectives, c'est la raison numéro un pourquoi ces personnes, en fait, elles restent en relation alors qu'elles ne sont pas heureuses en relation. Si tu veux en savoir plus sur la dépendance affective, j'en parle dans les épisodes 73 et 74. La dernière peur qui est souvent là au moment de faire le choix de te séparer, tu as peur des conséquences de ton choix sur les autres, que ce soit tes enfants, que ce soit ta famille, ta belle famille, ton partenaire. Et mon invitation, dans ce cas, souvent on a peur des conséquences quand on veut faire le changement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on se sépare? Toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Et pour arriver à avoir une vue plus complète de la situation, mon invitation, c'est d'aller aussi explorer quelles sont les conséquences négatives de ton statu quo. Si je prends l'exemple qui revient le plus souvent, l'impact sur les enfants, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est d'avoir des parents qui sont divorcés, mais qui quelque part arrivent à refaire leur vie en étant plus heureux? Ou est-ce que c'est deux parents qui restent ensemble pour les enfants, mais qui ne se montrent, qui n'ont pas des marques d'amour ou qui se disputent constamment? Personnellement, si je regarde la totalité des personnes que j'ai accompagnées, je ne peux pas t'affirmer avec à 100% de certitude que être un enfant de divorcé te rend plus amoureux, malheureux en amour que d'être un enfant de parents qui ne s'entendaient pas à la maison. C'est vraiment assez égal et identique dans les résultats. Euh, et pour évaluer en fait les conséquences de ce statu quo, ce que je t'invite aussi à estimer, c'est le prix de te sacrifier pour tes enfants, pour le bonheur des autres,
et aussi des conséquences que ça peut avoir dans ta relation avec ces personnes. Concrètement, si tu te dis, ben voilà, je veux rester pour mes enfants, j'ai pas envie qu'ils subissent un divorce, qu'ils subissent une séparation, j'ai l'impression que ça va les déstabiliser, je t'invite à te poser la question sur comment toi, tu vas être ensuite dans la relation avec tes enfants. Est-ce que tu vas arriver à être totalement identique ou est-ce que tu pourras développer une notion de ressentiment, une notion de sacrifice qui, au final et sur le long terme, risque de détériorer la relation que tu as avec tes enfants? J'espère que ces questions et ces par peur vont t'aider à aller un petit peu plus loin pour réfléchir à ta décision et avancer dans ton processus de décision. Dans l'article sur mon site, j'ai mis un quiz qui s'intitule Couple, partir ou rester pour t'aider un petit peu à évaluer où est-ce que tu en es dans ta relation. Voilà, c'est aussi un outil supplémentaire qui peut t'aider et je me réjouis d'avoir ton retour sur cet épisode, si ça t'a aidé, en quoi ça t'a aidé. Rejoins-moi sur mon Instagram Sandy Kaufman _love coach. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci beaucoup. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.